Je vais de suite donner la parole à Anne Caron d'Église, donc magistrate, et au premier loge ou au premier poste finalement dans la défense notamment des personnes en situation de vulnérabilité par rapport aux maladies impact cognitif, la maladie d'Alzheimer. Donc c'est ton expertise qu'on veut. On s'est dit 10 minutes d'intervention liminaire de façon ensuite à ouvrir notre débat. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à ma place de juriste, mais aussi de magistrat, c'est-à-dire de juge. Il a été évoqué tout à l'heure la question des valeurs de manière générale, et on a coutume de dire en France depuis un certain nombre d'années que peut-être le juge pourrait être, avec d'autres, le gardien des valeurs. Alors je sais ce qu'a de provoquant mon expression immédiate dans un contexte politique dans lequel les juges sont très largement secoués, et dans lequel les candidats à la présidentielle semblent avoir oublié combien le respect des institutions est absolument indispensable pour que l'on puisse aller plus loin dans les sujets qui sont les nôtres. Dans les 10 minutes qui me sont imparties, je voudrais essayer d'évoquer avec vous comment, à mon sens, l'éthique du Caire a pu interpeller la décision asymétrique que rendent les magistrats au jour le jour, et dans un deuxième temps, comment on peut essayer non seulement de résister, mais de construire une éthique de la relation judiciaire par la mobilisation des valeurs. Les transformations démographiques, économiques, sociales et morales des dernières décennies ont conduit à la mise en avant de l'autonomie comme valeur sociale et comme horizon, en même temps qu'elles ont eu le souci de la protection de nombreuses personnes, nombreux groupes de personnes considérées comme particulièrement vulnérables. Et il a été évoqué tout à l'heure la difficulté d'évaluer ce que sont les personnes vulnérables et ce que sont peut-être les groupes de personnes vulnérables. On voit qu'en France en particulier, ces groupes de personnes particulièrement vulnérables se sont précisés. Ce sont les personnes en situation de handicap, les personnes âgées présentant des maladies invalidantes, ce sont les personnes très précarisées, pour ne citer que ces groupes. Ces transformations ont été, au moins en apparence, prises en compte par les pouvoirs publics par une succession de lois qui visaient toutes à mieux préserver et acquérir une autonomie individuelle, voire personnelle, et à protéger les vulnérabilités. En tout cas, c'est ce qu'affichaient ces textes législatifs et réglementaires. Ce cycle législatif s'est traduit par de nombreux textes, de nombreuses dispositions, dans le droit civil, dans le droit de la famille, dans le droit de la santé, dans le droit de l'action sociale, bref, des dispositions qui se sont accumulées sans que le grand public, ni probablement les professionnels, ne puissent saisir l'ensemble de cette dynamique, ni d'ailleurs les risques de dérive que font courir des approches trop compartimentées des vulnérabilités, envisagées à partir de critères figés, comme par exemple la perte d'autonomie. Perte d'autonomie dont on peut se demander si elle est seulement fonctionnelle, si elle est décisionnelle, et sans s'interroger toujours sur les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de la personne, qui ne peuvent être envoyés simplement à des concepts théoriques, j'en suis d'accord, mais qui doivent être ensuite incarnés et qui doivent être rendus vivants. En France d'ailleurs, l'accompagnement et le social, de manière générale, sont davantage pensés en termes de conquête et de secours public que de droit. Et pour la construction des droits collectifs, nous envisageons toujours des groupes plus que la question des personnes individuelles, des situations individuelles, sans suffisamment nous interroger sur les valeurs qui sous-tendent et légitiment l'acceptation du vivre ensemble, les pratiques et les comportements des acteurs, tous les acteurs, les familles, les proches, les professionnels, dont les juges, sans suffisamment interroger les régulations, c'est-à-dire à la fois les organisations mises en place, dans le public comme dans le privé, et l'autorité légitime à intervenir pour décider lorsqu'une difficulté ou un conflit apparaît. La place particulière de la justice, non pas seulement comme valeur, mais également comme interrogation, comme institution, comme fonctionnement des juges, doit évidemment être soumise à débat. Le juge judiciaire, puisque je ne peux pas parler ici du juge administratif, je n'en suis pas une, mais le juge judiciaire est constitutionnellement le garant des libertés individuelles. Je crois utile de nous en souvenir dans les débats qui sont les nôtres. Il est donc fondamental que lorsqu'on réfléchit aux valeurs de la République, on réfléchisse concrètement à la manière dont s'organise l'exercice de la justice sur les territoires.
Est-ce que l'organisation est une organisation en proximité ou est-ce que c'est une organisation en surplomb qui ne prend finalement pas en compte les organisations d'autres secteurs que celui de la justice? La justice, en tant qu'institution, doit également être interrogée dans ses missions, qui ne sont pas que des missions pénales, de sanctions, qui sont également des missions d'accompagnement parfois des personnes en difficulté. Et puis enfin, la justice doit être interrogée dans ce qui fait l'office du juge, c'est-à-dire ce qui fait sa légitimité et ce qui lui permettra ensuite de prendre des décisions lorsque la conciliation entre les personnes est impossible. Donc c'est de ma place de juge judiciaire que je vais vous protéger, vous voyez, c'est intéressant ce lapsus, que je vais vous proposer une réflexion à partir de l'éthique du Caire. Dans un premier temps, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je me suis longuement interrogée depuis des années sur la manière dont la posture du juge, la place du juge, les décisions qu'il rend peuvent être pénétrées par le care, par l'attention à l'autre, ce qui n'est pas quelque chose d'absolument naturel chez les magistrats, d'une part parce qu'ils représentent l'autorité, d'autre part parce qu'ils prennent des décisions asymétriques, ils prennent des décisions en position dominante. Le principe d'impartialité est au cœur de l'approche philosophique de la justice, et il porte son attention vers des règles abstraites, tendues souvent vers la question centrale de la vérité. Le bouleversement apporté par la philosophie du Caire vient de ce que cette approche philosophique de la justice doit glisser vers des préoccupations éthiques fondées sur les relations, la mise en récit des relations humaines, tout en conservant pour le juge la distance qui permet de cerner les questions de droit, de qualifier ces questions de droit et de construire des solutions avec la personne elle-même. C'est toute la philosophie, bien sûr, de Paul Ricoeur et de la justice de proximité, celle des enfants, celle des publics considérés comme particulièrement vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'altérations de leurs facultés physiques ou mentales, ou psychiques, ou cognitives, et pour lesquelles la prise de décision est difficile. Ce mouvement du Caire chez les magistrats est évidemment là aussi à construire, et puisqu'il doit s'extraire de savoirs techniques et de procédures pour aller vers l'autre, pour entrer dans les détails concrets des contextes de vie, pour envisager la personne en situation, pour envisager les difficultés qu'elle rencontre concrètement à partir de ce qu'elle dit, mais à partir aussi de ce que disent ses proches, de ce que disent les professionnels, à condition qu'ils partagent aussi cette attitude bienveillante qui consiste à essayer de parler avec la personne et non pas pour elle, pour cette personne, à sa place. Demeure évidemment à consolider l'office du juge et l'organisation territoriale de la justice, parce que l'analyse des relations sociales organisées autour de la vulnérabilité et de la dépendance, sous toutes ses formes, y compris la dépendance du juge et des acteurs, demeure un point aveugle de la justice. Tout cela suppose en effet de reconnaître en tout être humain une vulnérabilité. Tout être humain est vulnérable, y compris le juge. Il appartient donc à chacun de reformuler la responsabilité en une articulation du souci de soi et du souci des autres, ce qui, vous le voyez bien, est une révolution considérable dans la posture du juge. Pour cela, il est indispensable de replacer le rôle et la place du juge judiciaire. Il est indispensable que le juge, que chacun d'entre nous, que moi, parte du constat que nous ne sommes pas et nous ne pouvons plus être seulement la bouche de la loi, ce qu'un certain nombre de politiques nous assignent à être. Nous ne sommes pas davantage un être vierge de toute influence qui appliquerait une loi particulièrement limpide et exhaustive. Ont été évoqués le contenu des lois et la difficulté de se retrouver dans ce maquis fait pour un certain nombre de considérations et probablement plus dans une optique de vivre ensemble. La loi ne prévoit pas tout et le juge n'est pas une machine. Le juge a donc conscience qu'il est un être de chair, situé dans l'espace et dans le temps, bref, qu'il est modestement et toujours humain, et confronté à des contradictions démocratiques parfois insolubles. Je vais en citer quelques-unes. Comment, quand on est juge, remplir une fonction d'autorité dans un monde d'égaux? D'égaux avec un O et d'égaux AUX. Comment remplir cette fonction quand les procédures sont parfois, souvent, instrumentalisées par les acteurs, avec des objectifs qui ne sont pas d'essayer de reconnaître
la difficulté, la vulnérabilité de l'autre, mais de prendre pouvoir sur l'autre. Comment prendre la mesure de chaque cas singulier, entrer dans une relation qui permet l'expression, tout en gardant la distance suffisante pour juger, et seulement si nécessaire, en favorisant l'expression des personnes pour qu'elles parviennent ensemble, quand c'est possible, à trouver le meilleur chemin, qui est parfois le chemin de l'équité, et pas forcément le chemin de la justice dans son sens théorique. Pour relever de tels défis, le juge ne peut pas compter sur sa seule connaissance des lois, ni sur le simple respect, même le plus scrupuleux, des règles disciplinaires qui le gouvernent. Il doit évidemment faire appel à un certain nombre de principes directeurs qu'on peut appeler vertus, que l'on peut appeler valeurs. Comment alors construire une éthique de la relation judiciaire, et je dis bien de la relation judiciaire, par la mobilisation de vertus ou de valeurs? Cette construction n'appartient pas qu'aux seuls magistrats, qu'aux seuls professionnels. Elle appartient à la société tout entière. Pourquoi, d'abord, on peut se demander pourquoi saisir le juge et qu'en attendre dans un contexte économique et social contraint qui réduit toujours plus la plus-value de son intervention. Au-delà de sa fonction de dire les droits, de trancher les litiges, de punir parfois, qui est la partie visible de son office, le juge fait l'expérience quotidienne, et je fais l'expérience quotidienne, de ne pas seulement appliquer la loi et les règles, mais un certain nombre de principes. Des principes qui ont trait aux libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, mais pas seulement. Des principes qui sont par exemple l'intérêt de la personne. Intérêt supérieur de l'enfant, intérêt de la personne handicapée, intérêt de la personne particulièrement vulnérable. Et au-delà, son besoin. De quoi a-t-elle besoin? Pourquoi devrais-je intervenir? Et pourquoi ne pas la laisser vivre selon son allure quand elle peut le faire, avec un certain nombre d'accompagnements? Et puis le juge applique des notions très générales telles que la manifestation de la volonté, la dangerosité, la réinsertion, le rétablissement. Autrement dit, parfois, il est enserré dans ce que sont considérées comme des valeurs, l'organisation de l'État au plus haut sommet. Alors je vous propose de travailler, simplement en vous les proposant, autour de deux vertus essentielles ou valeurs qui m'apparaissent devoir s'appliquer à l'acte de juger. D'abord, la vertu de proximité. Cette vertu de proximité se construit sur la sollicitude. C'est la faculté d'entendre, en tout cas pour tous ceux qui décident, et en particulier pour les juges, d'entendre les causes, de comprendre les demandes, d'identifier les souffrances multiples que témoignent les personnes que nous entendons, à quelque niveau qu'elles soient. À être trop distant, en effet, le juge ne peut que devenir un monument de froideur. Au-delà de ses facultés rationnelles, il doit faire appel à ses facultés sensibles qui seules permettront de comprendre les interactions, les actes et leurs conséquences. On le voit très bien dans tout ce qui concerne le domaine de la protection juridique des majeurs. On le voit aussi dans le domaine pénal, où l'attention aux victimes ne doit pas cacher l'attention également aux personnes qui sont suspectées d'avoir commis tel ou tel acte, puisque notre finalité n'est pas simplement, encore une fois, de trancher, mais de permettre la réintroduction des personnes dans le monde. La sollicitude est évidemment ouverture aux faiblesses de l'autre. Elle est nécessaire au juge en tant qu'il est homme ou femme, et pas seulement juge. Elle témoigne de l'humanité qui unit le juge à ceux qu'il juge, chacun à leur place, et elle maintient l'humain, tout simplement. Deuxième vertu ou valeur que je vous propose, auquel je vous propose de réfléchir, c'est la question de l'intégrité. Et évidemment, elle revêt dans le contexte actuel une connotation très particulière. Je parle de l'intégrité du juge, de celui qui décide. Cette intégrité doit être construite à la fois sur la rigueur, sur la droiture et sur la cohérence. Ces valeurs sont celles qui vont permettre au juge de prendre la responsabilité de l'interprétation non seulement des lois et des règlements qu'il applique, mais aussi de ce qu'il entend, pour pouvoir mettre en débat toutes les positions et non pas celles qui sont apparemment les plus solides ou les plus puissantes si on parle de rapports asymétriques entre les personnes. Donc cela suppose bien sûr de penser aujourd'hui le droit comme un socle de valeurs. J'ai aimé tout à l'heure l'expression d'ombrelle de protection. Je pense que le droit, en ce qu'il s'appuie sur des hommes et des femmes,
portant les deux valeurs ou les deux vertus que je viens de décrire, peut sans doute être un socle de valeurs qui permettra le déploiement de l'ombrelle. Au-delà, je pense aussi que les questionnements sur la place institutionnelle du juge et sur son office nous permettront ensemble, à partir des valeurs que nous allons essayer de mobiliser et de construire, de redéfinir ce que devrait être la protection sociale. Oui, j'ose le dire, la protection sociale. Dans une société démocratique qui respecte à la fois les libertés individuelles, les droits fondamentaux, mais surtout les allures de chacun d'entre nous. C'est bien cela qui fera sens dans la société que nous souhaitons, sinon construire, en tout cas préserver des différentes attaques qui se portent sur elle. Je vous remercie. Un grand merci, Anne, à la fois le magistrat et puis la femme engagée, très terrain. Et on sait que beaucoup d'entre nous dans la salle savent pouvoir compter sur cet engagement, sur ces conseils et sur cette notion d'exemplarité. Beaucoup des personnes qui sont dans la salle ou des personnes qui auraient pu intervenir comme on le fait aujourd'hui auraient pu faire valoir cette valeur de l'exemplarité.